Eh ben, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le lancement de la chirurgie du futur, donc une nouvelle communauté qui émane de la thématique numérique en santé. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de présenter quelques acteurs qui vont composer cette communauté, entre autres, faire une petite pause à un certain moment de la matinée et présenter des appels à projets, notamment en lien avec la chirurgie du futur et le bloc augmenté de demain. Puisque depuis quelques temps, on a été intégré chez BioValley dans des groupes de réflexion aussi avec l'AIS, qui justement vont nous permettre de faire remonter des besoins que vous pourriez avoir à un certain moment, pour faire en sorte que des appels à projets puissent naître de tous ces besoins. Donc j'ai commencé par refaire une petite présentation très rapide de BioValley. Donc BioValley, il faut bien remettre le pôle au cœur de ses actions, donc, c'est d'animer, de fédérer et d'accompagner des acteurs de la filière santé du Grand Est. Donc aujourd'hui, pour rappel, BioValley, c'est plus de 250 membres, composés de différents profils, allant du laboratoire jusqu'à la multinationale. Et très récemment, on a entré des centres hospitaliers aussi avec lesquels on va certainement pouvoir travailler sur différents styles de projets. Un petit rappel aussi sur la répartition. Aujourd'hui, on est sur 3, Reims, Nancy, Strasbourg. Il y a aussi, bien sûr, Mulhouse, sur lequel on occupe une place prépondérante. Avec Paris aussi sur le projet d'organes sur puce, un projet assez particulier, mais qui néanmoins nous assure aussi une présence là-bas. On a aussi depuis quelques temps lancé des nouvelles offres partenaires qui viennent compléter un petit peu toutes les, j'allais dire, des solutions qu'on ne pourrait pas forcément trouver en tant que membre. C'est pas des membres, ce sont vraiment des partenaires, sont vraiment là, des cabinets pour la propriété intellectuelle, par exemple, des cabinets d'avocats, ou autres qui pourraient vraiment vous servir de pilier. Et donc ça, c'est en train de se compléter aussi de manière assez large. Donc on renforce de mois par mois, j'allais dire, les capacités du pôle à mieux encore vous accompagner et à vous faire, j'allais dire, rayonner aussi en dehors largement de la région Grand Est, de la France et voire même de l'international. L'international, je peux vous dire un petit mot, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur une stratégie de développement qui va aller dans ce sens d'ici quelques mois, notamment avec des liens qui se sont resserrés encore avec le Canada et notamment Québec, avec bien sûr le trinational que l'on représente, BioValley France, BioValley Allemagne et BioValley Suisse, pour faire rapide. Ce sont vraiment des axes sur lesquels on va s'accentuer et donc sur lesquels il y aura évidemment, en tout cas on l'espère, des collaborations aussi au venir au niveau européen largement et au niveau international, donc comme je l'évoquais. Ce point-là, c'est assez important puisqu'il y a beaucoup de financements européens qui sont en train d'arriver sur les thématiques qui nous intéressent, notamment le numérique en santé, donc la chirurgie du futur qui est concernée, et d'autres aspects. Mais là aussi, il va y avoir des très belles choses d'ici fin 2024 et d'ici 2025. Donc je vous disais aujourd'hui, l'objectif, ça va être de continuer de se présenter. Certains, vous connaissez déjà, d'autres pas forcément. Donc on va commencer par la première entreprise qui est Azaria, qui aujourd'hui est représentée par Catherine Philibert, que je vais laisser se présenter. Voilà, donc bonjour à tous. Je m'appelle Catherine Philibert et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'occupe de la communication et des relations extérieures de la société Azaria. Bernard Dubois donc vous prie de bien vouloir l'excuser. Notre président vous prie de bien vouloir l'excuser de ne pas être là, mais il m'a chargé de représenter la société et puis de vous en dire un tout petit peu plus sur ce qui nous sommes et ce que nous faisons. Alors je vous précise avant tout que je ne suis ni un profil chirurgical ni un profil technique, que j'ai simplement une forte appétence pour ce domaine-là et puis un passé quand même d'accompagnement d'un certain nombre de biotech et medtech. Voilà. Donc, passons tout de suite à la société Azaria. Alors, est-ce que j'ai la main sur la présentation? Voilà. Donc, la société Azaria, Azaria donc, est un acronyme qui signifie Assisted Surgery.
by augmented reality and IA. Donc, chirurgie assistée par la réalité augmentée et l'intelligence artificielle en bon français. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est particulièrement, heu, son dispositif Eagle Eye, son projet, le projet phare qu'elle porte qui est donc le dispositif Eagle Eye. Alors, Eagle Eye est né en fait de la rencontre entre un chirurgien un peu geek, si on peut se permettre l'expression, et un ingénieur, informatique. Eagle Eye, en fait, je dirais, est surtout né de 4 mots qui sont des mots souvent prononcés, avant de belles avancées: «Si seulement on pouvait». Si seulement on pouvait mieux voir pour mieux opérer. Donc, qu'est-ce qu'Eagle Eye? Eagle Eye est un logiciel qui permet de projeter l'imagerie du patient sur un casque de réalité augmentée. Donc, en fait, Eagle Eye amène l'imagerie qui est diffusée sur les moniteurs dans la salle d'opération sur la visière du casque du chirurgien. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme un cockpit virtuel qui amènerait immédiatement les images dans le champ visuel du chirurgien. Donc, on voit tout de suite les avantages que ça peut avoir. Ça permet donc au chirurgien de voir les images dont il a besoin en proximité. Ça lui permet également de zoomer les images dont il a besoin, heu, sans augmenter la dose de rayonnement ionisant pour certaines d'entre elles. Et ça permet également de voir en 3D, puisque sur un moniteur, en fait, on voit en 2D. L'image est finalement, entre guillemets, «aplatie». Alors, voilà une, représentation un petit peu de ce que voit le chirurgien sur son casque, en fait, sur la vis. On a, je suis allée un petit peu trop vite, excusez-moi. Je voudrais revenir quand même sur les avantages utilisateurs qu'on peut avoir avec cette solution Eagle Eye. Alors, bien entendu, comme les images viennent sur le champ visuel du chirurgien, eh bien, on a une meilleure ergonomie et un meilleur confort. Le chirurgien n'est pas obligé de tourner la tête, sans arrêt, de solliciter trop ses vertèbres cervicales, ce qui peut être très fatigant, au bout d'un moment. Il n'a donc pas besoin de se tourner. Il a la possibilité d'avoir une meilleure concentration puisqu'il n'est pas obligé sans arrêt d'accoutumer par des navettes entre, les écrans et le champ opératoire. Il a une fatigue visuelle moindre et il a donc une meilleure concentration. Si vous voulez, c'est un petit peu comme s'il évitait une sorte de zapping. Il a la possibilité, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une vision en 3D, donc pour l'instant, des images préopératoires, mais à terme également des images péropératoires. On y reviendra lorsqu'on parlera de la roadmap. Heu, il a une meilleure vision puisqu'il peut donc, comme on le disait tout à l'heure, zoomer et bouger les images, à volonté sans augmenter le rayonnement ionisant. Alors on a parlé de l'utilisateur, on a parlé du chirurgien, mais bien entendu, tout ce qui est bon pour le chirurgien est bon pour le patient in fine. Ne l'oublions pas. Alors, parlons maintenant de la roadmap d'Eagle Eye. On a un développement finalement en 3 temps. Alors, la version 1, qui est la version finalement, je dirais entre guillemets de streaming, hein. Donc on projette les images sur le casque du chirurgien. C'est un petit peu comme, effectivement, comme des lunettes, grossissantes. Il peut disposer les écrans comme il le souhaite.
Je précise que ça ne remplace pas la présence des moniteurs. Le casque ne remplace pas la présence des moniteurs, hein, les moniteurs restent là bien évidemment. La version 2, donc nous sommes actuellement en cours de version 2, en train de travailler donc sur l'aspect, réalité augmentée, donc pour fournir les images augmentées, pour pouvoir les projeter effectivement sur le corps du patient, pendant, l'intervention. Donc vraiment c'est l'assistance péropératoire. Et puis la version 3, c'est la version IA, la version qui ajoutera à cette, vision augmentée une couche d'IA, et cette couche d'IA permettra de réaliser en temps réel la fusion, des images, préopératoires 3D avec l'imagerie péropératoire. Donc là, on n'en est pas encore là parce que, il nous faut avant d'en être là, il nous faut, collecter une banque de données, une banque d'images très importante pour, faire l'apprentissage d'un moteur IA de deep learning. Alors, pour vous présenter, la société Azaria, donc la société Azaria est une medtech qui a été créée en 2022 à Nancy. L'ambition, bien évidemment, l'ambition première, c'est l'assistance, péropératoire des chirurgiens pour mieux voir les images, interventionnelles, de façon plus précise, plus contrastée, en 2D et à terme en 3D. Voilà, Azaria donc en fait, pour revenir sur l'aspect un peu savoir-faire de mutuel, hein, donc je citerai les cofondateurs, mais Azaria est en quelque sorte une spin-off d'une société qui s'appelle SBS, qui existe depuis 2008 et qui est spécialisée, dans la visite en réalité, virtuelle et réalité augmentée dans des environnements complexes. Donc autant des sites industriels, des sites nucléaires, mais je citerai un de ses clients, principaux qui est Naval Group. Donc visite virtuelle de sous-marins pour, mettre au point et apprendre des procédures pour, notamment pour le personnel. Voilà. Azaria donc, est d'origine nancéienne, mais nous sommes en train de nous installer, au PH8. La convention a été signée, tout fraîchement, donc nous allons également être strasbourgeois pour être au cœur, finalement, de l'environnement de partenaires strasbourgeois. Alors, je vous disais que j'allais revenir sur les cofondateurs, donc Bernard Dubois, qui est ingénieur NSEM, et le professeur Sergueï Manikov, donc chef du service de chirurgie vasculaire et endoluminale du CHRU de Nancy. Et il y a aussi l'équipe autour des cofondateurs, donc les différentes fonctions sont maintenant structurées. Donc le CEO, on a notre directeur des opérations, on a notre CARA également. On a un directeur, personne qui s'occupe d'administration et des finances, moi-même sur la communication et les relations extérieures. L'aspect R&D avec un CTO et 2 ingénieurs R&D et un doctorant qui va compléter cette équipe à la rentrée. L'idée effectivement pour définir la stratégie R&D et pour progresser dans les spécificités, notamment liées aux différentes spécialités chirurgicales et interventionnelles, Azaria s'appuiera sur un conseil scientifique, donc qui sera composé à terme de chirurgiens et praticiens interventionnels, pour finalement faire évoluer la version actuelle, qui est une version de base, vers les différentes nécessités des différentes spécialités chirurgicales. Et puis un conseil technologique qui, lui, assurera la partie veille technologique et qui étudiera les différentes requêtes en termes de spécificité. Voilà.
Et donc, il nous semblait important de parler, d'ores et déjà des, relations et des partenariats. Alors, la nuance que nous apportons entre relations et partenariats, finalement, c'est, un stade de pour certaines personnes, pour certains, on travaille ensemble déjà et pour d'autres, c'est en cours, hein. Heu, donc vous pouvez voir la BPI France, vous pouvez voir Grand Nancy Innovation, Grand Innov, bien entendu France Bio Vallée, et cetera et donc l'IHU de Strasbourg, je crois que Jean-Luc Dimarc, est présent si ma mémoire est bonne. Voilà, donc l'idée c'est, pour nous, vraiment d'être, très bien implantés et de travailler, d'établir des relations, des partenariats, approfondir certains et d'en poursuivre d'autres avec, tous ces organismes et toutes ces organisations. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions à poser, dans la mesure de mes possibilités, j'y répondrai volontiers. Bien, merci Catherine. S'il n'y a pas de questions dans l'immédiat, on peut passer à l'IHU de Strasbourg avec Jean-Luc Dimarc. Florian, je ne sais pas si Jean-Luc a les droits. Voilà, vous nous entendez? Oui. Ok, c'est parfait. On peut y aller. C'est vous qui nous lancez la presse. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné donc de Jérémy Exter, qui est chef de projet à l'IHU. Et puis déjà remercier Catherine, effectivement. Alors, il semble effectivement qu'il y a un petit problème technique. Est-ce que vous m'entendez là ou Oui, moi je t'entends, Florian. Ouais, donc là, je ne sais pas. Donc, Monsieur Dimard, je vais vous redonner la main pour être animateur. On va repartir comme ça. Je pense que c'est lié au serveur de l'outil là. Donc, Monsieur Dimard, je vous ai redonné la possibilité d'activer votre caméra et votre micro. On va repartir. Il y a aussi eu un petit freeze avant sur la partie de. Voilà. Donc là, c'est bon. Allez, on repart, on redémarre, ça va fonctionner. Merci. Oui, alors un petit sujet pour passer les slides là. Vous faites flèche de droite, Monsieur Dimard, et vous pouvez accéder à la slide suivante sur votre clavier. C'est ce qu'on fait, mais on ne voit rien qui passe. Voilà, là ça passe. Là. C'est bon. On va le faire comme ça, ok. Donc, voilà. Écoutez, merci pour cette invitation sur une thématique qui nous est chère parce que l'IHU de Strasbourg, sa mission c'est d'inventer la chirurgie du futur avec effectivement, en quelques mots, donc l'IHU, ça veut dire Institut Hospital Universitaire. Les premiers, dont Strasbourg, ont été créés il y a plus de 10 ans. L'idée, c'était vraiment
sur des thèmes monothématiques, hein, sur des sites uniques, sur des secteurs d'excellence, de consolider des activités, d'intégrer des activités de recherche, de soins, de formation et d'innovation, de transfert de technologie, pour accélérer le transfert de tout ce qui pouvait être des résultats de la recherche vers les patients, partant toujours d'un besoin médical, et vers les patients, bien sûr, vers le marché. Donc, il y a 6 IHU qui ont été créés à l'origine. On est 6 IHU, 19 aujourd'hui. Alors, la particularité, effectivement, c'est que Strasbourg est vraiment positionné comme l'IHU de la chirurgie 4.0, hein, l'IHU chirurgical, avec finalement une position qui aujourd'hui est transdisciplinaire. Notre directeur général actuel est un chirurgien ORL et l'IHU a eu, avec sa fondation et Jacques Maresco comme premier directeur, un positionnement sur la chirurgie digestive. Donc une logique de transdisciplinarité, une logique d'intégration de toutes les technologies mini-invasives guidées par l'image, la chirurgie laparoscopique bien sûr, mais aussi la radiologie interventionnelle, l'endoscopie interventionnelle. Et puis, c'est vraiment aujourd'hui centré, nos thématiques sont centrées autour de cette dimension qui est l'assistance par l'intelligence artificielle. Et là, vous voyez la flèche là, qui part vers le coin en haut à droite, c'est véritablement une évolution d'une chirurgie mini-invasive par des accès les plus petits possibles, voire par les voies naturelles. Toute la dimension de ce qu'apporte la robotique qui assiste, le guidage par l'image, la vidéo, l'IRM, les modalités de X-ray, hein, de rayons X. Et puis, aujourd'hui, la chirurgie 4.0, c'est une chirurgie pilotée par les données, par l'intelligence artificielle. Et alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on sort aussi des murs du bloc opératoire pour s'intéresser aux phases pré- et post-opératoires avec une logique de stratification des patients pour choisir le meilleur traitement, d'une part, et puis tout ce qui va concerner le monitoring, le développement de parcours de plus en plus ambulatoires ou au moins avec des séjours hospitaliers réduits. Donc on s'intègre dans cette dimension et on a la chance, et je crois que c'est absolument unique dans cette configuration, d'avoir une infrastructure dans laquelle on va, vous voyez en rouge et en jaune la répartition des différentes activités, mais un bâtiment dans lequel on peut vraiment juxtaposer ces éléments à la fois cliniques, précliniques, de recherche, de formation. Et je crois que beaucoup d'entre vous ont déjà eu la possibilité, l'opportunité de visiter notre infrastructure. Et ce qui est important, c'est, et je crois qu'à notre connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas cet équivalent, encore une fois, de la juxtaposition de 14 blocs opératoires, donc des blocs opératoires cliniques et des blocs opératoires précliniques expérimentaux sur lesquels on peut aussi faire de l'opération, de la formation, pardon. En haut à gauche, vous avez, donc c'est une maquette, hein, mais ce qui est vraiment le cœur du bloc clinique, c'est-à-dire un ensemble de 3 blocs qui sont connectés, des blocs qui peuvent finalement permettre le passage d'un patient d'une salle à l'autre, avec sur la gauche une IRM au centre. Donc c'est pas facile à voir, vous le voyez mieux sur l'image bleue, donc un robot pour faire des rayons X, un robot Phéno de Siemens, et puis sur la partie droite de ce bloc hybride, comme on l'appelle, le scanner qui peut passer d'une pièce à l'autre. Alors ce qui est assez remarquable, c'est qu'on peut, comme on le dit toujours, avoir les idées au 2e étage. Aller au 3e étage, c'est la partie expérimentale pour pouvoir tester les innovations et puis, si tout va bien, envisager de faire des essais cliniques au 1er étage en situation réelle. Donc un vrai, on peut dire, c'est un tiers-lieu d'expérimentation chirurgicale qui est vraiment avec les équipes, bien entendu, entraînées pour faire tout ça. Alors, un IHU, c'est une infrastructure exceptionnelle. Un IHU, c'est aussi une recherche qui doit être de niveau international. Et avec l'université, on a constitué l'équipe CAMA de recherche computationnelle en chirurgie et d'intelligence artificielle qui est dirigée par Nicolas Padois, qui est professeur à l'université et qui
est titulaire d'une grande ERC européenne. Donc, c'est des grandes très compétitives qui viennent reconnaître la qualité d'une équipe scientifique, en tout cas de son patron. Et je n'irai pas dans les détails, mais Nicolas, sa spécialité, c'est l'analyse des données par l'intelligence artificielle pour différentes applications. Le suivi de tout ce qui peut se passer au bloc opératoire, donc monitoring de l'irradiation par les rayons X, multivue de du workflow opératoire pour pouvoir optimiser des opérations. C'est des travaux sur la navigation. Donc, on est en train là de faire une grosse collaboration avec un industriel pour transférer une technologie qu'on a développée ici pour la navigation ultrasonore en endoscopie. Et puis, Nicolas, un champ où il est probablement un des leaders au monde, c'est celui de l'analyse des vidéos endoscopiques pour pouvoir repérer un certain nombre d'éléments, les phases de la chirurgie, les événements indésirables sur lesquels on peut anticiper sur des complications, etc. C'est une équipe aujourd'hui de 35 personnes avec des personnels IHU et des personnels de l'université. Donc un IHU, c'est de la recherche de haut niveau, c'est aussi de la recherche clinique performante. Donc on a créé notre équipe de recherche qui travaille d'ailleurs étroitement avec celle des US, de recherche clinique, avec, vous voyez, l'augmentation régulière du nombre de patients inclus dans des essais, qui concerne aujourd'hui, c'est le camembert, vous avez à gauche beaucoup d'activités en digestif, c'est l'histoire de l'IHU, donc foie, pancréas, etc., le colorectal et puis la bariatrique, et de plus en plus de l'ouverture vers d'autres spécialités, d'autres disciplines, puisque c'est vraiment aujourd'hui l'évolution que nous aurons à l'IHU. Et puis, à noter, et ça c'est important, plus de 50 consensus et recommandations internationales auxquelles ont participé nos experts cliniques. Donc, recherche de niveau international. Recherche clinique performante. Et troisième élément, c'est tout ce qui concerne le test et l'expérimentation préclinique, donc réalisé sur de gros animaux, réalisé sur des pièces anatomiques ou bien sur des fantômes, ça dépend des cas. Et donc là, on a mis en place, donc c'est notre fameux R+3, le troisième étage. C'est un miroir du bloc opératoire clinique, mais bien sûr sur lequel on peut faire pas mal de recherches et de tests d'expérimentation. On a été les premiers pour ce domaine et pour une structure liée à l'académique d'avoir la compliance de bonnes pratiques de laboratoire. Donc, Good Laboratory Practice en anglais. Donc, on l'a eu en 2021. Elle vient d'être renouvelée. Ça a été renouvelé fin 2023 donc par la NSM, avec beaucoup de partenaires et de clients hein, qui sont des sociétés. Alors, elles ne sont pas toutes, là, on voit un morceau, mais d'autres qui n'apparaissent pas, qui sont beaucoup des Américains qui viennent, puisqu'on est compliant aussi, bien sûr, pour la FDA, pour pouvoir faire des études réglementaires dans la perspective du dépôt de leurs demandes auprès des autorités. Donc, c'est quelque chose d'absolument performant. On a notre animalerie qui est aux normes BPL et toute une équipe là qu'on voit en haut à gauche formée à ces pratiques. Donc, ça a été vraiment, c'est un gros investissement de l'IHU, mais aussi, on le pense, pour le futur, quelque chose d'important pour des collaborations avec des industriels. D'ailleurs, on a consolidé l'ensemble dans un projet de filière d'avenir hein, pour tout ce qui concerne le développement, le co-développement, le test, l'expérimentation, alors c'est à la fois préclinique et clinique, hein, de dispositifs médicaux qui utilisent les données de santé LIA. On a consolidé tout ça dans ce qu'on appelle DIAMS, avec beaucoup d'humilité, mais ce qui veut dire données et intelligence artificielle pour la médecine de la santé, qui nous permet de couvrir l'ensemble du process depuis l'analyse du besoin jusqu'à la validation préclinique aux normes BPL et cliniques, hein, avec des essais qui sont toujours, nous on est spécialisés dans l'évaluation clinique de dispositifs qui sont pré-marquage, justement dans la perspective d'un marquage. Donc 2 commentaires par rapport à ça. Alors ça couvre un champ assez large, il y a du médical, il y a beaucoup de travaux autour de ce qui est base de données dans la perspective d'entraîner des algorithmes d'IA. Il y a en particulier une plateforme d'annotation
qu'un élément essentiel dans le processus que nous avons, développé et qui nous permet d'annoter plus rapidement les vidéos, frame par frame, hein, image par image. Et puis après, tout le développement réglementaire, sachant qu'on a, nous, déjà fait le processus pour plusieurs projets et qu'on a, nous, bâti ce savoir-faire. Des clients ou des partenaires, ça dépend des cas, vous les avez en bas à gauche, des sociétés, petites et plus grandes, un CHU, donc dans le cadre d'un projet de RHU, et puis des projets de création d'entreprises comme Cialytics qui utilisent donc ce savoir-faire pour justement mettre leur dispositif, j'allais dire, prêt à être testé dans les conditions qui vont bien pour du réglementaire. Et puis, dernier commentaire, on est membre d'un grand projet européen qui s'appelle TEF Health, qui est vraiment l'objectif. Il y a une cinquantaine de partenaires. Et donc, l'objectif, c'est de développer les bonnes pratiques pour le test et l'expérimentation dans le domaine de l'IA en santé, de la robotique. Donc, ça nous permet, nous, d'accéder à un niveau d'expertise. Il y a beaucoup de choses qui se passent, en particulier dans le domaine de l'IA, et d'être au fait des meilleures pratiques européennes. Voilà. Troisième élément d'un IHU, c'est la formation. C'est Silvana Peretta, qui est professeure et que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est notre directrice de l'éducation. Et donc là, vous avez quelques chiffres. D'ailleurs, il faut qu'on les actualise puisqu'ils ont augmenté, mais on développe des formations. C'est très différent de ce qui se fait à l'IRCAD, hein, puisque nous, on est plus dans la formation d'excellence réservée à des gens qui veulent vraiment devenir experts, et puis des formations diplômantes ou alors transdisciplinaires réservées à des gens en début de carrière. Et en particulier, je mentionnerai là le Surgical Data Science, c'est une école d'été que nous organisons, c'est piloté par Nicolas Padois et nos médecins, pour vraiment faire converger le monde des ingénieurs et des chirurgiens dans ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la chirurgie, sur tous les aspects techniques, de développement et puis aussi d'éthique, hein, d'utilisation de ces outils avec des patients. Dernière dimension d'un IHU, eh bien, c'est l'innovation, le transfert de technologie. J'allais presque dire que ça, c'est l'ADN d'un IHU. Hein. On n'est pas là pour faire de la recherche, on n'est pas là pour faire de la recherche clinique qui ne sort pas un jour pour que ça devienne des produits. Notre vision, c'est que le succès d'un IHU doit être monitoré par le nombre de patients qui un jour vont bénéficier des innovations. Et ça passe forcément par des sociétés qui vont commercialiser des produits. Et donc, sans aller dans tous les détails, on a la chance de travailler très très bien avec la SAC Connectus, mais nous avons la capacité donc d'être mandataire de propriété intellectuelle, de déposer nos brevets en propriété ou en copropriété. Voilà, donc vous avez quelques chiffres, c'est sur la gauche. Donc, depuis le début de l'IHU, donc le nombre de nouvelles familles de brevets qui correspond à voilà, plus de 240 brevets qui ont été déposés. Aujourd'hui, on a 28 familles actives, donc c'est-à-dire qu'il y a des brevets qui ont été abandonnés, il y a des brevets qui ont été transférés, à peu près la moitié a été transférée. Et puis, des chiffres qui sont intéressants. On a fait faire une étude sur justement l'analyse qualitative-quantitative de notre portefeuille, et en particulier du nombre de brevets de nouvelles familles plutôt déposées par millions d'euros de R&D, en comparaison avec d'autres structures, et en particulier donc, les TPE innovantes. C'est ce qu'on considère en France comme le plus performant aujourd'hui, c'est-à-dire le nombre de brevets déposés par des sociétés innovantes par million de crédits d'impôt recherche. Voilà. C'est un 16, vous avez l'INSERM et puis vous avez l'IHU. Donc globalement, ça montre la valeur d'un IHU, puisque c'est pour ça qu'ils ont été créés, pour avoir plus d'agilité, de flexibilité dans ce transfert. Deuxième commentaire, c'est le réseau de PME et de start-up. Donc nous, on privilégie les start-up comme l'outil de transfert de technologie. C'est vraiment la politique de l'IHU. Donc on parle de communauté. Quelque part, on a là aussi l'amorce d'une communauté hein, dans le domaine de la chirurgie du futur. Alors, je n'ai pas vu Visible Patient au programme, ni Simo, mais il faut quand même noter qu'en matière de sociétés innovantes qui commencent, d'ailleurs, ce n'est plus des startups, hein, des sociétés installées, c'est quand même des sociétés qui comptent. Hein.
Et je rappellerai que Visible Patient ont été les premiers à avoir un remboursement par des mutuelles d'outils de chirurgie digitale, en l'occurrence leur modèle 3D qui permettent d'anatomie 3D qui permettent de, comment dire, de préparer, de planifier, de simuler l'opération. Donc on a tout ce réseau-là. Dans ces sociétés, des sociétés qu'on a créées, qui sont plus récentes, et donc dans lesquelles parfois l'IHU peut être actionnaire. Donc petite dernière créée, c'est iGlobe, qui est une joint venture avec une société allemande pour développer des outils d'IA pour l'analyse automatique d'images d'endoscopie ultrasonore pour le diagnostic du cancer du pancréas. Et puis, sur le carré jaune, les collaborations industrielles, il en manque quelques-unes. On va pas aller dans le détail, mais il y a des grands, il y a des très grands même, et puis des sociétés moyennes, des petites, et donc des collaborations qui sont finalement en 3 grands groupes, des projets de R&D collaboratifs, de la recherche contractuelle, voilà, et puis des formations. Donc, beaucoup de sociétés qui viennent chez nous pour appuyer les formations, donc toujours des formations d'excellence sur des petits groupes. Et à titre indicatif, vous dire que l'année dernière, les dotations matérielles en équipement pour ces formations, c'était l'ordre de 1,5 million d'euros à peu près, donc in kind, mais pour vous donner l'intensité de ce que ça peut représenter. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Eh bien, merci Jean-Luc. On va passer donc à la solution Gamma présentée par Bernard Desforges. Est-ce que vous m'entendez ? Donc, bonjour à tous, je suis Bernard Desforges, donc le fondateur et le CEO de la startup Lama. Donc on est une petite société, on est situé dans entre Mulhouse et Bâle. Et donc en gros nos activités, alors je ne sais pas si les slides défilent, chez moi elles ne défilent pas. Je pense qu'il y a une latence. Vous pouvez utiliser, monsieur Desforges, la petite flèche en bas à droite, là, diapo suivante avec votre souris. Ah ok, ouais. Je le faisais avec le clavier, mais... Ouais, bon, donc mais en gros, on est une société en fait d'ingénierie logicielle. Donc notre spécificité, c'est qu'on va utiliser uniquement des technologies qui sont utilisables dans le cadre GMP, GXP, GLP, mais en même temps qui permettent d'utiliser les algorithmes les plus modernes en termes d'IA et de data science. Donc, en gros, on est actif à la fois au niveau de la stratégie des données, de la stratégie IA pour les entreprises. Donc c'est-à-dire qu'on va aider les entreprises à définir les données avec lesquelles elles vont pouvoir faire de l'IA et de la data science. Et on va aller jusqu'au développement de modèles d'IA. Ça peut être maintenant, évidemment, beaucoup de modèles d'IA générative. C'est aussi le traitement du big data en utilisant des pipelines de data streaming qui permettent de faire de l'analyse en quasi temps réel. C'est le développement de digital twins, donc de jumeaux numériques dans différents types de contextes. On fait de l'ingénierie logicielle, donc l'ingénierie logicielle qui est compliant avec les recommandations, avec les régulateurs, en fait, avec ce que fait la FDA et l'EMA. Et on a aussi développé toute une série de plateformes pour, par exemple, garantir la traçabilité, la reproductibilité de tous les process d'IA qui ont une certaine complexité, parce qu'on s'est rendu compte, évidemment, que c'est un gros problème à la fois pour les entreprises, pour les institutions, d'avoir des boîtes noires d'IA dont on ne sait pas exactement comment elles fonctionnent et dont on veut en fait quand même utiliser les résultats pour prendre des décisions. Alors, par exemple, pour prendre des exemples, alors on ne travaille pas uniquement pour peut-être c'est important de dire qu'on travaille essentiellement pour les industries des biotechnologies et des biopharma, mais pas que. On a de temps en temps des activités, par exemple, là, dans la chimie,
où en fait on va aider les entreprises à utiliser donc les nouvelles technologies d'IA générative, donc avec les fameux prompts et le prompt engineering, mais de manière à ce que ça soit pas un prompt comme ChatGPT qui peut avoir des hallucinations et qui peut partir dans toutes sortes de directions, mais qui vont être utilisables dans un contexte bien précis, avec toute une procédure qu'on a développée depuis quasiment le début de ChatGPT, pour avoir des garde-fous qui vont permettre de gérer le risque que ces systèmes partent un peu dans toutes les directions, et pour être sûr que ça réponde réellement aux questions de l'utilisateur ou de l'interlocuteur avec la machine. Donc, on développe ce genre de système. Donc, là, ça peut être pour des industries pharmaceutiques qui veulent accéder à une banque d'informations et qui veulent plus le faire avec des moyens traditionnels de recherche, mais qui veulent réellement pouvoir interagir avec un système qui va leur dire, bah, tiens, dans la littérature publique, il y a telle information, en interne, il y a telle information. Donc, ce serait intéressant de peut-être comparer les deux informations et d'aller chercher encore ailleurs une autre source. Donc, ça, c'est le type de plateforme qu'on développe. Bon, par exemple, on a développé dans ce cadre-là une plateforme qu'on est en train de mettre open source, qui s'appelle Lintal, qui permet en fait d'interroger toutes sortes de bases de données liées donc au développement de médicaments liés à la pharmaceutique. Donc, ça peut être la littérature scientifique PubMed, mais ça peut être aussi des bases de données à la fois de génomique, de protéomique, de transcriptomique, qu'on va corréler et on va permettre à l'utilisateur, en fonction de son profil, c'est-à-dire typiquement, on va avoir un médecin qui est en interaction avec ses patients, va avoir une autre demande qu'un chirurgien ou qu'un biologiste moléculaire. Chacun a ses expertises, chacun a son vocabulaire. Et en fait, le système va être capable de détecter le type d'expertise de la personne et va en fait à la fois lui donner un résumé de ce qui se passe dans un domaine précis, c'est-à-dire si quelqu'un dit voilà, moi ce qui m'intéresse c'est le cancer du pancréas, il faut que je réfléchisse avec mes patients à ce que je peux leur proposer, bah, le système va lui donner une vue d'ensemble de la connaissance à un temps T, avec l'évolution évidemment parce qu'il y a des publications en permanence, en quantité, il y a de nouvelles informations en permanence, va lui donner en fait une vue d'ensemble en fonction de son expertise précise. Et donc, évidemment, c'est très différent entre un biologiste moléculaire qui travaille dans un centre de recherche et quelqu'un qui… Oui, alors je vois qu'il y a une question, je peux répondre rapidement. Oui, on va s'adapter à la fois si la personne peut fournir des informations, elle peut dire, bah, moi, je suis biologiste moléculaire et ce qui m'intéresse, c'est le point de vue transcriptomique ou le point de vue protéomique, et là, on va lui sortir ces informations-là. Ou à l'inverse, c'est quelqu'un qui va dire, moi, je suis biologiste moléculaire, mais en fait, je connais déjà ce qui se fait en biologie moléculaire et ce qui m'intéresse, c'est plus la clinique. Parce que la clinique, je ne sais pas trop ce qui se passe en clinique. Et donc là, le système va basculer, va dire, bah, tiens, du point de vue de la clinique, voilà ce qu'il y a comme nouveauté dans les dernières semaines ou qu'est-ce qu'on trouve dans les bases de données genre ClinGov et ce genre de choses, quoi. Voilà ce qu'on fait donc pour ce genre de système. Sinon, on fait aussi beaucoup de jumeaux numériques. Et là, l'idée, c'est de vraiment avoir… Alors, on n'a pas fait ça dans le domaine de la chirurgie, mais bon, c'est des domaines où je pense qu'il y a un potentiel énorme, évidemment. Mais on a fait ça, par exemple, pour des machines de diagnostic, où on va en fait conceptualiser l'ensemble de la machine diagnostique sous forme de modules, donc on va appeler des jumeaux numériques, qui vont permettre de faire du streaming en temps réel de données et qui vont permettre en fait de savoir exactement ce qui se passe dans la machine de diagnostic, dans son ensemble, mais aussi dans chacun de ces modules et savoir après comment, s'il faut faire de la maintenance prédictive, si tout à coup il y a quelque chose qui se passe et qui est une alerte sur le fonctionnement de la machine, et donc tout ça en quasi temps réel, quoi. Alors, je vois qu'il y a encore une question sur la partie précédente. Peut-être, je ne sais pas si ouais, je peux répondre rapidement. Donc, par rapport aux bases de données, alors on part, dans notre version open source, on part de données qui sont en accès libre, évidemment, mais après, si quelqu'un nous dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accéder à cette base qui est payante, ben, on peut l'intégrer. En fait, on a un moteur qu'on appelle un extracteur du savoir du domaine. C'est-à-dire qu'en fait, on a appelé ça des arbres de connaissances. On a différentes approches mathématiques ou informatiques qui vont permettre en fait d'extraire la connaissance d'un domaine en fonction des structures
du domaine. Si on prend par exemple une base de données comme KEGG, bon, c'est structuré. Si on prend les différentes bases de données du NIH, il y a des structures. Donc, on va essayer d'analyser ces structures et de voir comment ces structures sont utilisables dans le cadre d'un moteur d'IA génératif, quoi. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en gros, voilà, c'est très versatile. Le système peut s'adapter en fonction des sources de données. Là, on a à peu près une vingtaine de sources de données, mais on peut en rajouter et on peut enrichir en fait le modèle en permanence, quoi. Voilà. Et un autre aspect, donc ça c'est une plateforme qu'on a développée depuis le début de la startup. Donc on a débuté en 2019. Et en fait, c'était d'un point de vue translationnel. Alors, je ne sais pas si ça s'applique tant que ça, mais je vais quand même vous raconter en gros. Je ne sais pas à quel point ça peut s'appliquer dans le domaine de la chirurgie, mais l'idée, c'était qu'en fait, on a de plus en plus de modèles IA et on a de plus en plus de mal à utiliser ces modèles IA en recherche dans le domaine de la clinique ou même au niveau du patient. Et donc, on a construit une plateforme qui permet de manière non invasive, alors pas en sens chirurgical, mais au sens informatique, c'est-à-dire on permet en fait l'intégration au niveau des calculs d'un système qui va monitorer en fait ce qui se passe et donc qui va permettre facilement de faire la translation entre les algorithmes les plus avancés dans le domaine de la recherche vers un domaine plus concret, plus pratique pour une recherche clinique ou pour des patients. Et donc, ça va permettre, en fait, par exemple, on utilise nous-mêmes ça dans notre moteur dont je parlais avant. Ça va nous permettre d'avoir un contrôle sur l'IA générative et de savoir aussi, d'avoir une traçabilité pourquoi elle a produit un certain nombre de résultats à un moment donné. Et donc aussi pouvoir en permanence faire une amélioration et aussi évidemment vis-à-vis des autorités de santé, parce que c'était le point de départ, c'était aussi on avait pas mal de discussions avec la FDA et c'était aussi pour permettre pour dire, voilà, on a un moyen de savoir comment on est arrivé à certains résultats, on a une traçabilité complète, on sait comment une IA, en fonction des modèles qu'elle a utilisés pour son entraînement, pourquoi elle a produit un résultat à un moment donné et pourquoi elle va produire un autre résultat à un autre moment. Et donc, ça permet d'avoir une discussion aussi avec les autorités de santé qui est plus, disons, à la fois scientifique et plus proche de ce que les standards type GXP veulent évidemment pour la sécurité du patient. Voilà, et donc typiquement, actuellement, nos clients, c'est plus la pharmaceutique. Ça peut être, mon cher Roche, c'est des Roche diagnostiques, donc c'est plus les machines de diagnostic, les machines qui vont réellement être mises en production dans les labos d'analyse de sang. Et après, on a des projets d'IA avec différents, à la fois des grands groupes, mais aussi des CRO et différentes entreprises. Voilà, j'en ai fini. Donc, si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'essaierai d'y répondre. Si pas de questions dans l'immédiat, on va passer à Medunic Center, présenté par Thibaut Garal. Bonjour à tous. Donc Thibaut Guéral, je suis le responsable R&D de Medunic Center. Alors Medunic Center, c'est un centre de compétences et d'ingénierie qui est dédié uniquement aux dispositifs médicaux. On peut s'adresser à tout type de porteurs de projet. Ça peut être des industriels type start-up ou PME ou directement des académiques, notamment via les SAT, qui ont été dites un peu plus tôt. On peut accompagner les personnes sur toutes les phases de développement du dispositif médical. Donc, ça peut aller vraiment de la phase d'idéation du projet jusqu'à la phase de mise sur le marché en passant par le marquage, la clinique, etc. Et l'objectif, c'est vraiment pour la personne qui se fait accompagner de dérisquer son projet de dispositif médical innovant et d'accélérer le temps de mise sur le marché. Alors, pourquoi est-ce qu'on existe ?
parce que cette slide, normalement, n'est pas une surprise pour vous. Le monde du dispositif médical, ça demande énormément de compétences multiples et complémentaires qu'on ne peut pas forcément avoir en interne dans un premier temps. Et donc, il est nécessaire d'arriver à s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir avoir une complémentarité d'équipe et pouvoir mener le projet à bien. Et on l'a bien vu notamment dans les 2 premières présentations où il y avait des slides relations et partenariats qui étaient assez fournis. Donc ça, les startups et les gens qui développent de manière globale les dispositifs médicaux l'ont bien compris. Le problème, c'est que la première fois qu'ils regardent un petit peu ce qui se passe autour d'eux et qu'ils essayent d'aller rencontrer les bonnes personnes, ils se retrouvent un peu face à énormément d'acteurs qu'on appelle l'écosystème dans le domaine de la santé, qui en plus va être propre un petit peu à chaque région. Chaque région va fonctionner de manière un peu différente. Et c'est pas forcément évident au début, en tout cas, de se diriger et de trouver la bonne personne au bon moment avec qui on veut pouvoir discuter. Et parfois, c'est une perte de temps et parfois, ça fait aussi investir des finances pas au bon endroit et c'est aussi une perte d'argent. Donc, la première mission de Medunic, ça va être de bien vous orienter. Alors, comment est-ce qu'on fait ça de par notre expérience, on a une connaissance déjà d'une part de l'écosystème du domaine de la santé de manière globale. Et également, continuellement, on va rencontrer des partenaires, des sous-traitants. On va essayer de discuter avec eux pour comprendre ce qu'ils sont capables de faire et on va se constituer une espèce de base de données de réseau d'experts qu'on aura préalablement qualifiés et qu'on sait capable de travailler dans le domaine du dispositif médical. Pour faire ça, on se positionne entre guillemets en termes de guichet unique entre vous et ses partenaires. Donc, on peut faire soit une mise en relation très classique où vous allez pouvoir discuter directement avec le partenaire, soit quand c'est un projet un peu plus complexe, un peu plus global, qui nécessite par exemple l'intervention de plusieurs partenaires sous-traitants. On peut aussi se positionner en tant que maîtrise d'œuvre et réaliser donc du coup plutôt la partie chefferie de projet, être garant de la bonne réalisation de votre projet, voire également mettre travailler directement, nous, en interne sur votre projet. Et effectivement, on va pouvoir vous accompagner sur le montage de votre projet initialement. Alors, pas tant sur la partie recherche de financement, mais vraiment sur la partie qu'on va appeler, je le développerai un peu plus tard, le côté technico-réglementaire, c'est-à-dire quelles sont les bonnes étapes, quels vont être les bons jalons à passer et dans quel ordre pour respecter, entre guillemets, toutes les contraintes du monde du dispositif médical. Et soit vous avez les compétences en interne sur tout ou partie de ces étapes, soit on est capable effectivement de vous mettre en relation avec les personnes les plus pertinentes. Alors, comment est-ce qu'on fait ça également? On fait ça grâce à une équipe qui est constituée à 100% d'ingénieurs, donc typiquement des profils techniques, qui pour la plupart sont issus de start-up des dispositifs médicaux. Donc on a quasiment tous une première expérience dans le domaine de la start-up de dispositifs médicaux, avec des compétences différentes. Ça peut être mécanique, ça peut être software ou électronique. Et de par notre expertise initiale, on est capable de vous accompagner sur tout type de dispositifs médicaux, quelle que soit la classe et aussi quel que soit le type actif, non actif, invasif, non invasif. On a aussi un côté très pragmatique, entre guillemets, vu qu'on a aussi été du côté des startups et on a acquis une bonne maîtrise et une bonne connaissance de l'univers normatif et réglementaire. Et on est capable aussi de comprendre, enfin, d'analyser déjà le besoin du client, de le retranscrire en termes de avec des mots du domaine du dispositif médical, entre guillemets, d'analyser quelles sont les normes qui vont être s'appliquer sur le dispositif du produit et surtout pouvoir aiguiller la personne en lui disant comment
adresser au mieux cette norme sans y passer une semaine de lecture et qu'on lui dise simplement qu'il faut appliquer cette norme et qu'on ne sait pas comment l'appliquer. Donc, on a vraiment ce côté opérationnel et c'est ce qu'on met effectivement tout en bas. On est capable d'accompagner de l'aspect stratégie jusqu'à l'aspect vraiment opérationnel. On a une deuxième, on a un deuxième pilier entre guillemets, une deuxième approche qui nous différencie un petit peu, c'est que on va entre guillemets désiloter les domaines, c'est-à-dire qu'on va pas travailler avec un département R&D et un département qualité réglementaire. Les deux départements vont avoir des interactions fortes entre eux et une assez fine compréhension du domaine de l'autre, entre guillemets. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une dynamique de co-construction et de collaboration entre ces deux éléments. C'est pour ça qu'on est tous aussi également des profils un peu hybrides, un peu transverses entre la qualité, le réglementaire et le technique. J'en profite pour répondre à la question. Mise en relation et aide à des projets innovants encore dans des laboratoires académiques, prématuration et maturation avant création de la startup. Oui, totalement. On est capable également de faire ça dès la phase d'idéation et notamment, du coup, très souvent, ce genre de projet, c'est également porté par des SAT et c'est dans ce cadre-là qu'on intervient. Mais typiquement, c'est le cas aujourd'hui de l'appel à projet. Ça va être notre rôle aussi de vous accompagner pour vous apporter toutes les briques manquantes, soit nous en interne, soit en vous mettant soit en intégrant d'autres partenaires qualifiés également dans le projet avec vous. Merci. On est très sensible aussi à la formation interne. On cherche vraiment à faire monter les équipes qu'on accompagne en compétences, en transmettant nos bonnes pratiques et les bons réflexes pour développer le dispositif médical. On a aussi, dans ce cadre-là, on a aussi développé un serious game très récemment pour avoir une première approche un peu plus ludique des contraintes technico-réglementaires que ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. C'est un petit plus aussi. Alors, si je résume un petit peu ce qu'on est capable de faire en remettant des mots qui sont issus du dispositif médical et en remettant aussi un peu sous forme de silo pour qu'il y ait peut-être plus l'approche classique entre guillemets. Donc d'un côté la R&D, de l'autre côté l'approche technico-réglementaire et qualité. Et je rappelle que nous, notre objectif, c'est vraiment de faire les deux de manière transverse et en parallèle. Donc sur les phases de R&D, on peut accompagner vraiment sur la phase d'idéation, donc typiquement sur des projets qui sont encore qui sont issus de l'académique. On peut réaliser directement en interne, on a des ateliers en interne qui nous permettent de faire des premiers prototypes, des premières preuves de concept fonctionnel, donc on est capable d'aller vite sur cette partie-là. On est aussi capable de réaliser certains pré-tests en interne, notamment sur la norme IEC 6601, donc la sécurité électrique, et également sur des tests de vieillissement. On est capable de vous accompagner sur l'intégralité du master plan de verification and de test VEV, en interne, mais également en externe avec nos partenaires. On peut réfléchir aussi à l'industrialisation, l'évaluation clinique avec les CEP, les CER. Et après, donc, passer sur toute la partie marquage CE. Mais avant ça, on aura établi effectivement toute la stratégie réglementaire, comme je le disais au tout début. En règle générale, dès l'arrivée d'un projet, on va se poser un petit peu avec le porteur de projet, comprendre quelles sont les compétences qu'il a en interne, jusqu'où il veut aller, et établir une roadmap qui permet à tout le monde de bien comprendre les étapes de développement pour aller jusqu'au prochain jalon. Donc, ça peut être le premier proto pour la préclinique, pour la clinique ou pour le marquage CE, en fonction du degré de maturité de la structure. On va pouvoir vous accompagner aussi sur la rédaction et la compilation de votre dossier de conception ou de votre dossier technique. Donc ça, pareil, ça va être en fonction de la demande. Soit ça va être purement, entre guillemets, de la relecture ou de la formation, mais on est capable, en tant qu'ingénieur également, de faire de la rédaction et aussi de vous conseiller, de vous orienter sur le bon choix technique par rapport à votre produit,
par rapport à nous, ce qu'on observe sur l'analyse de risque, la réponse aux exigences générales de sécurité et de performance, etc. On est aussi capable de vous accompagner plus sur l'aspect qualité. En règle générale, c'est une partie qu'on réalise vraiment en parallèle d'autres choses. On ne fait pas de la qualité pure, mais si jamais il y a ce besoin-là, on est aussi capable de vous accompagner sur l'ISO 13485 ou le MDSAP et de réaliser potentiellement des premiers audits, soit internes, soit fournisseurs, pour vous faire monter en compétences également. Je profite des 3 minutes qui me restent pour vous présenter quelques exemples qui sont peut-être plus parlants que le discours. Donc le premier projet en haut à gauche, c'est une manette entre guillemets de Serious Game. Donc on a reproduit une coque d'endoscope et on a reproduit les fonctions de cet endoscope et notamment le retour haptique des manettes. On a fait ça dans l'objectif de fabriquer derrière des petites séries du produit. Donc on est resté sur des méthodes de prototypage rapide, donc on a pu tout faire en interne, que ça soit la mécanique mais aussi l'électronique. Le software est resté du côté du client. Le deuxième exemple en bleu, en haut au milieu, ça, bah, c'est une startup qui est un peu plus mature. Le produit, c'est un patch qui est collé dans le dos du patient et qui permet de monitorer certains paramètres vitaux du patient à distance. Donc, il y a une partie hardware avec de la mécanique et de l'électronique, et il y a une partie aussi software de pilotage. Et là, on est intervenu pour rédiger des protocoles pour certains tests de vérification. Alors, je donne un exemple qui est par exemple le test de vieillissement, parce que ici, c'est un produit un peu particulier qui va être refurbished, donc remis à neuf selon la nouvelle réglementation. Et c'est quelque chose qui est encore méconnu dans le domaine. Donc, ils avaient un besoin technique de test de vieillissement, mais aussi un accompagnement sur l'analyse et la compréhension de ce nouveau règlement. Et donc, c'est exactement là où on va intervenir sur l'interface entre les deux, le technico-réglementaire. On peut rédiger un protocole, mais en même temps, du coup, conseiller sur le côté réglementaire. Je vais en développer encore un autre, peut-être celui qui reste en haut à droite encore, c'est là, c'est une aide auditive. Au début, donc c'est une start-up aussi, hein, qui était plutôt sur la phase d'idéation et eux, on les a aidés, à structurer leurs données de conception, via un logiciel de maîtrise de la conception qui permet de tout avoir de manière dématérialisée et on les a aidés en fait à structurer cette partie, données et qualité. Donc on était à l'interface entre le système de management de la qualité et vraiment les équipes de conception et on a apporté des façons de fonctionner qui permettaient d'être très opérationnelles aux équipes et également de les conseiller sur la partie vraiment conception. Et en bas à droite, c'est un projet qui permet d'identifier justement via IA une zone à analyser par le praticien. Et là, on les accompagne sur tout ce qui est le développement de l'interface homme-machine avec un garantie de respecter la 62304. Je m'arrête là pour la présentation. Je vais juste prendre les questions que j'ai vues passer et que j'ai laissées en suspens. Alors, comment vous partagez la propriété intellectuelle dans ce type de développement de prototype, co-développement ou prestation? On est plutôt sur de la... Alors, tout dépend du contrat. On peut être sous forme... Aujourd'hui, on travaille principalement sous forme de prestation. Sur une réponse à un appel à projet, ça peut totalement être du co-développement. Ça, c'est totalement ouvert comme discussion. Je vous propose de me contacter pour en discuter. Ça va être en fonction de votre projet. Et il y en avait une autre. Est-ce que vous avez aidé à la mise en place d'une stratégie plus large que contrôle qualité? Je comprends pas forcément la question. Nous, la stratégie qu'on propose initialement, c'est vraiment une stratégie globale. Par contre, on est
comment dire? On va pas être sur l'aspect financement, c'est-à-dire qu'on va pas regarder comment vous vous financez, on va pas être sur une stratégie «d'incubateur» entre guillemets, mais on va être plutôt sur un regard, technique et réglementaire. Donc comment, faire votre phase de développement technique tout en respectant, l la partie, réglementaire et également évidemment la partie qualité avec le montage du système de management de la qualité. J'espère avoir répondu à la question, mais c'est pareil, je vous invite à me recontacter si jamais il y a besoin. Merci à tous. Merci Thibaut pour ton intervention. Et on va passer maintenant à Protomède, présenté par Frédéric Mouret. Ok. Bien, ça va avancer un coup. Oh. Donc bonjour à tous, donc, je suis Frédéric Mouret, je suis le dirigeant de la société Protomède. Donc nous sommes situés à l'IHU de Strasbourg, où nous avons notre équipe et notre labo. Donc la mission vis-à-vis de nos clients, c'est vraiment de les accompagner sur la voie de réussite du développement de leur dispositif médical. C'est-à-dire qu'on va participer à l'amélioration du soin et de l'accès au confort, l'amélioration des suites de la chirurgie pour les patients, non pas en développant les dispositifs sur lesquels nous avons la propriété intellectuelle, mais en accompagnant nos clients sur cette voie de développement. D'accord ? Donc, on est vraiment une société de recherche sous contrat et on existe depuis une vingtaine d'années maintenant, où on a pu, dans le cadre de développement dans le domaine de la chirurgie mini-invasive, développer une bonne compréhension de la façon de développer un dispositif médical mini-invasif et donc de l'amener sur le marché. Donc, on va avoir une approche assez globale avec nos clients, c'est-à-dire pas les accompagner purement sur du prototypage, mais être en mesure de pouvoir les accompagner tout le long de leur dispositif médical jusqu'à la mise sur le marché du dispositif, en s'appuyant sur un certain nombre de partenaires qui vont nous permettre de pouvoir compléter nos compétences dans le développement. Juste un petit idée un peu de l'histoire de Protomède. Donc, on a été fondé en 2004 à Marseille. Et en fait, on s'est rapproché de Strasbourg assez tôt, dès 2009, où on a créé avec l'IRCAD, dans le cadre d'un projet avec l'IRCAD et avec la société Karl Storz et l'Université de Strasbourg, la société Surgical Perspective, où nous avons commencé à développer de l'instrumentation dans le domaine de la chirurgie mini-invasive. On a créé une autre start-up aussi en 2013 dans le domaine du test de dispositifs cardiovasculaires. Et là, la société Protomède a été un petit peu sous forme de holding dans cette période-là. Et en 2017, on a vraiment réactivé notre activité de recherche sous contrat pour les sociétés MedTech. Et ensuite, nous avons cédé les actifs de Surgical Perspective donc à une société américaine qui s'appelle Mediflex, pour lequel les produits sont toujours sur le marché et Protomède assure le marquage CE de ce produit-là. Et nous avons cédé Protomède Labs à un autre acteur canadien dans le domaine des tests de cardiovasculaire. Donc vraiment aujourd'hui, la société Protomède est vraiment focalisée sur ce métier de recherche et développement avec aujourd'hui 11 personnes et une excellente collaboration avec l'IHU de Strasbourg. Donc nous, notre expertise, elle va être, je dirais, sur un élément principal, c'est-à-dire comment on va pouvoir améliorer le développement du dispositif de notre client et essayer pour lui de maximiser au maximum son retour sur investissement. D'accord ? On va intervenir sur des aspects de preuve de concept, de fabrication du dispositif. On va l'aider dans tout ce qui va être vérification et validation de son dispositif. Nous sommes certifiés 13485 dans ce cadre-là et nous sommes enregistrés à la FDA. Et on a une expertise métier autour de la mécanique. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons été amenés à travailler sur des dispositifs dans pas mal de domaines, donc dans le domaine de la chirurgie mini-invasive principalement, dans le domaine cardiovasculaire, et on a aussi travaillé sur des dispositifs dans le domaine de l'urologie, dans le domaine de la rééducation fonctionnelle, je ne sais plus encore dans d'autres domaines. Et de par notre compétence dans le domaine de la mécanique, on a travaillé beaucoup sur des dispositifs à usage unique. Donc, le principe de Protomède, comme nous sommes une petite structure et que je pense qu'il est très très important au niveau des
des sociétés start-up ou PME de travailler en réseau. On a développé tout un réseau, nous, de partenaires avec lesquels on travaille depuis des années et sur lequel on est en mesure, dès la prise en main du projet, si on le prend très tôt, de pouvoir anticiper tout de suite les aspects de conception, mais surtout tout le transfert qui va se faire derrière vers la fabrication du dispositif. Et donc, en fait, quand on va travailler sur un dispositif, on va aussi travailler avec notre réseau de partenaires industriels pour pouvoir vraiment amener un dispositif qui soit le plus réaliste vis-à-vis d'une industrialisation qui se fera derrière. D'accord? Donc, très, très tôt, on va collaborer avec des industriels qui seront passés du prototypage vers l'industrie. On va aussi, au niveau de notre approche, travailler beaucoup sur comment notre équipe d'ingénieurs en R&D comprend les méthodes d'industrialisation et donc va pouvoir développer le dispositif médical le plus adapté à l'industrialisation derrière. Et donc, notre objectif, c'est derrière de pouvoir être sûr de développer un dispositif qui est fonctionnel et qui pourra être industrialisé. Donc pour y arriver, on a très simplement un peu déployé notre activité sur 3 principaux blocs, l'aspect développement, les aspects de transfert vers la production et tout ce qui va être sur l'évaluation préclinique et clinique. Donc au niveau du développement, on va intervenir sur très tôt, dès la feuille blanche, sur le concept et la faisabilité du dispositif. On a un Fab Lab avec beaucoup de machines de prototypage rapide, mais aussi des machines d'usinage plus traditionnelles, du soudage laser et autres, qui nous permettent de réaliser des prototypes fonctionnels très tôt dans le développement du dispositif. Une fois que ce concept a été validé, on va vraiment assister nos clients sur le développement de leurs produits, travailler vraiment sur la mise en place des tests qui seront à réaliser, recevoir les prototypes qui auront été fabriqués éventuellement à l'extérieur, pouvoir les tester, les analyser, faire du contrôle dimensionnel et pouvoir implémenter le design développement. D'accord? Tout ça dans un environnement bien entendu 13485, donc avec derrière une maîtrise des analyses de risque et des process des process d'analyse de diminution des risques, que ce soit au niveau du design ou du process. On intervient aussi sur tous les aspects de vérification des dispositifs, où là, on va travailler avec le client sur ses protocoles, sur le plan de validation, et donc pouvoir tester en interne ou en externe les différents dispositifs qui sont utilisés. Et la même chose pour tous les aspects plutôt dits de validation, notamment les validations de process, où là, on accompagne notre client et travaille avec des partenaires dédiés sur ces différents projets. On a ensuite la capacité de pouvoir aider le client dans la mise en place de son dossier technique pour pouvoir éventuellement assumer nous-mêmes le marquage CE du dispositif, principalement sur les dispositifs de classe faible, mais aussi donner la totalité du dossier à notre client et donc lui réaliser un transfert complet. Au niveau de la partie pilote, donc après avoir réalisé nos aspects de recherche et développement et donc fait les prototypes, on va travailler avec un certain nombre de partenaires. Donc là, en local, on travaille beaucoup avec la société BS Medical Tech qui nous permet de faire l'assemblage de nos dispositifs en salle blanche, c'est-à-dire qu'on est vraiment en mesure de pouvoir arriver sur un produit qui peut être utilisé sur l'animal ou dans les études cliniques au niveau pilote, d'accord? Donc on a cette capacité de travailler en salle blanche, de fabriquer des produits bonne matière et de pouvoir les utiliser ensuite sur l'homme. Et donc derrière, ce que l'on va faire avec BSMTI ou avec d'autres, c'est de pouvoir réaliser le véritable design transfert de ce produit-là, c'est-à-dire s'assurer que notre équipe de R&D qui arrive à très bien fabriquer le produit puisse le faire fabriquer par une société autre et donc avoir un produit qui est complètement transféré vers une utilisation industrielle. Et enfin, le dernier point sur lequel nous intervenons, alors Protomed est vraiment plus ciblé sur les aspects précliniques que cliniques, mais on travaille beaucoup avec l'IHU sur ces 2 points. Et donc, on a cette capacité à travailler sur la mise au point des évaluations précliniques, alors que ce soit in vitro ou in vivo. Et on a cette collaboration avec l'IHU qui nous permet, notamment quand on a des études sur le cochon, de pouvoir travailler au protocole préclinique en partenariat entre l'IHU, le client et nous, et d'être vraiment présent pendant l'étude préclinique. C'est-à-dire que nos ingénieurs sont habitués à travailler
sur d'expérimentations précliniques et donc sont présents avec le client lors de nos expérimentations. Ensuite, les facilités de l'IHU sont tout à fait intéressantes puisque, outre l'aspect préclinique, ils ont la capacité à monter des études précliniques sur les dispositifs médicaux, mais aussi à former les futurs utilisateurs ou les futurs commerciaux aux dispositifs. Et donc ça, c'est un aspect assez intéressant de notre collaboration. Alors pourquoi aujourd'hui Protomed se présente à vous dans le cadre de la mise en place de cette communauté? En fait, c'est tout simplement, c'est qu'on est parfaitement conscient que dans le domaine de la chirurgie aujourd'hui, il y a des progrès scientifiques qui sont énormes. Alors, nous, on est plus touchés par potentiellement la robotique, hein, puisque ça reste encore quelque chose d'assez mécanique. Il y a l'IA aussi qui est en train de se développer, mais il y a un mouvement qui est indéniable dans le domaine de la chirurgie. Et ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit la technologie qu'on est en train de mettre en place, il y a toujours derrière ça un aspect mécanique. C'est-à-dire que souvent, même sur un robot, ce qui va toucher le patient, outre la mécanique globalement du robot, ce qui va toucher le patient, c'est toujours un dispositif qui va avoir un certain nombre de caractéristiques mécaniques. Donc aujourd'hui, nous, on a déjà développé avec certaines sociétés des dispositifs qui étaient de fait développés pour de la chirurgie laparoscopique classique, mais qui ont été rendus compatibles avec de la chirurgie robotique. Mais l'idée, c'est donc d'intégrer un consortium qui nous permette aussi de développer des produits qui auront été développés en parallèle du développement des robots, notamment, pour pouvoir avoir le dispositif et l'interface patient qui soit la plus adaptée possible. Et donc là, l'objectif de notre participation, c'est de pouvoir rencontrer les acteurs de la communauté, échanger sur leurs besoins dans le domaine des aspects mécaniques du développement du dispositif, découvrir bien entendu les innovations pour se tenir au courant de ce qui se fait et de pouvoir de notre côté anticiper les besoins qu'il peut y avoir en développement ou en conception de dispositifs et en fabrication. Et donc, effectivement, derrière, pouvoir apporter sur certains projets notre savoir-faire dans le domaine de mécanique et du développement de dispositifs médicaux. Voilà, je pense que j'ai couvert à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur Protomed. Eh bien, merci Frédéric pour cette présentation. Est-ce que vous avez quelques questions pendant qu'on y est par rapport à Protomed? Si pas pour le moment, je vous propose de passer à la présentation de Tamim Daoudi. Bonjour. Vous me voyez? Vous m'entendez? Oui, vraiment. Ok. Par contre, j'ai pas. C'est vous qui faites défiler la présentation? Oui, voilà, super. Merci. Du coup, voilà. Donc, je me présente, Tamim Daoudi. Donc, je suis designer industriel. J'ai créé la structure en 2010 à Strasbourg. Et donc aujourd'hui, nous sommes 3 maintenant depuis 2021. Nous avons opéré un petit virage où d'entreprise individuelle, on est passé en SARL. Et donc nous avons l'occasion aussi de travailler sur différents dispositifs médicaux, mais pas que. Alors, c'est quoi le design? Le design, c'est vraiment la question des usages. Et surtout, c'est comment dessiner un produit en étant vraiment focalisé sur l'utilisateur final. Et donc, on conçoit effectivement un certain nombre de projets autour de cette philosophie-là. Et donc voilà, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que l'on produit effectivement, qu'on dessine, qu'on conceptualise, qu'on part de la conceptualisation jusqu'à l'industrialisation en fait des projets qui nous sont confiés. Donc ça va de la conceptualisation en travaillant avec des startups. Donc on travaille avec beaucoup d'incubateurs, notamment dans le réseau de Quest for Change, mais aussi à Toulouse et à Lyon. Donc on vient aider les entreprises à définir quels sont leurs utilisateurs. Et à partir de là, on essaie de construire en fait le cahier des charges avec eux sur les questions de design.
et de dessiner un produit qui soit adapté à leur usage. Donc le studio, au fur et à mesure de son histoire et grâce à ses clients, et donc j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on est vraiment sur une logique de co-création avec nos clients et partenaires. Nous avons obtenu différents prix, donc des prix nationaux, donc différents Janus donc de l'industrie et de la santé. Un prix Intramuros qui est distribué par un magazine de design connu nationalement. Un Red Dot Design aussi. Et ce qui est important, c'est de dire que l'on est accompagné par la BPI. Nous avons l'agrément Diag Design. Donc, nous accompagnons effectivement les entreprises déjà en amont sur ce diag-là qui permet de définir les besoins en termes de design pour les entreprises. C'est un dispositif qui est financé à 50% par la BPI. Donc, pour développer un peu ce point-là, nous allons un peu plus loin et c'est un peu finalement l'évolution de notre métier dans ce sens. C'est que non seulement on va proposer effectivement une prestation d'accompagnement, mais on va chercher aussi quels sont potentiellement les moyens financiers pour y arriver. Donc, autant pour des startups que pour des PME. Et on a eu la chance aussi d'obtenir maintenant 5 fois le prix Tango et Scan, donc qui sont des montants qui vont jusqu'à 20 000 € pour financer notamment des premiers prototypes. Voilà, et donc nous avons aussi le crédit impôt innovation qui permet d'aider à pousser financièrement les projets. Bon, pour vous parler un peu de méthodologie, donc effectivement, nous avons en amont le Diag Design. Nous travaillons aussi avec l'outil de Diag Innovation, avec la BPI, qui est un peu plus poussé que le Diag Design, où là, on peut aller sur des études, et effectivement aller dessiner des projets et aller sur des phases de recherche. Je vais spécifier ça un peu plus loin. Nous travaillons surtout sous forme collaborative avec le client et les utilisateurs, c'est-à-dire qu'on vient chercher aussi des utilisateurs qui sont adaptés, adéquats par rapport au profil du projet. Et nous allons créer des workshops, qui sont des workshops qui peuvent durer une journée, voire plus, dépendant de la complexité du projet. Et nous allons monter avec les différents utilisateurs. Là, par exemple, sur un dispositif médical, on va travailler avec du personnel médical, des médecins, mais aussi des patients, et ensemble essayer d'esquisser, de dessiner la vision de ce projet. À la fin de cette démarche, nous avons la définition du cahier des charges. Donc, on va créer effectivement ce document qui va être la colonne vertébrale du projet qui va se dérouler tout au long du process et qui va nous permettre donc effectivement de nous poser ces fameuses questions que le designer se pose, c'est pour qui, pourquoi, comment, combien, quand et où. Donc ça, c'est vraiment les guidelines que l'on a quand on dessine un projet. Nous respectons la charte de l'Institut français du design, donc, qui est une institution qui a été créée en 1953, qui est dirigée aujourd'hui par Anne-Marie Sargueil, qui respecte les critères d'ergonomie, d'esthétique, d'économie, d'environnement et d'éthique. Donc d'ergonomie, d'usage, c'est-à-dire il faut qu'effectivement l'objet soit intelligent et intelligible à la fois. Dans ce sens-là, j'aime bien dire que le meilleur design, c'est le design qui n'a pas besoin de mode d'emploi. Donc il faut que ça soit le plus intuitif possible dans son dessin. Esthétique, donc dans ce sens-là, il faut que le produit soit différenciant de la concurrence. C'est là où nous, on a une valeur ajoutée qui est assez importante. Donc économie, ça c'est le prisme qui nous intéresse beaucoup dans le design, c'est que c'est bien de faire un design qui soit différenciant, encore faut-il qu'il respecte le coût de revient qui est établi en amont par l'entreprise. L'environnement, c'est plus la question de l'environnement dans lequel va évoluer le produit, donc il faut qu'il puisse s'intégrer parfaitement dans cet environnement-là. Dans l'environnement, on intègre aussi tout ce qui est contraintes réglementaires, normes. Et éthique, donc ça va être plus la question d'éviter de travailler avec des produits qui sont nocifs, on va dire, ou dangereux pour les êtres humains. Dans la phase de recherche, donc généralement ce qu'on fait, c'est qu'on va, dans la méthode, on va esquisser, on va dessiner. Donc on utilise beaucoup l'outil du dessin.
donc au travers de feutres, etc. Donc on va formaliser assez rapidement en perspective des idées. C'est un langage entre nous et le client, mais aussi avec nos partenaires. Ça, je vais aussi le développer parce qu'on travaille avec un réseau de partenaires qui est assez important dans différentes compétences, qui est nécessaire d'ailleurs dans l'élaboration d'un design. Donc, on va formaliser 3 axes de recherche qui sont différenciants. Ça va être soumis effectivement, enfin, en discussion avec le client, et ensemble, on va essayer de voir quelle est la piste qui est la plus adéquate par rapport effectivement aux besoins utilisateurs. Donc, ces pistes, quand elles sont présentées, elles sont déjà éprouvées avant, c'est-à-dire d'un point de vue technico-économique. C'est-à-dire qu'on sait que les designs qui vont être choisis, on sait qu'en phase de développement, ils vont pouvoir être produits, notamment par des partenaires bureaux d'études. Je salue Medunique au passage, avec qui on travaille actuellement sur certains sujets. Ensuite, nous allons, dans la phase de développement, optimiser effectivement toutes les questions qui sont liées aux contraintes techniques. Quel est le process de fabrication le plus adéquat, comment faire évoluer le design selon différentes contraintes. Et à la suite de ça, nous avons la phase d'industrialisation. Il y a souvent une boucle itérative, on va produire des prototypes, c'est important de dire qu'il y en ait plusieurs, pas simplement qu'un seul. Donc le premier prototype, il sert surtout à voir ce qui ne va pas, de manière à pouvoir l'améliorer et le développer, le parfaire. Donc des exemples, ça c'est le dispositif Red One que nous avons dessiné pour Redberry, donc qui a reçu un Janus de la santé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le dispositif, très rapidement, c'est un appareil d'analyse d'échantillons biologiques, donc qui permet de détecter très rapidement, en 10 minutes, ce qu'on fait en laboratoire en 4 heures. Et donc l'idée, c'était, au début, on avait les composants en interne, et donc c'est important de dire que nous, on part des composants qu'on reçoit qui sont figés, et à partir de là, on dessine effectivement l'extérieur, donc on dessine toute l'ergonomie d'usage. Et là, la volonté, c'est d'avoir quelque chose qui soit différenciant, notable, c'est-à-dire qu'on identifie de loin que c'est un dispositif Redberry. Et donc, ce qui est intéressant, c'est les retours que l'on a, c'est qu'avant de connaître Redberry, en fait, le marché, les clients notamment, connaissent d'abord le produit Red One, et après Redberry. Donc voilà, donc c'est plutôt un succès parce qu'aujourd'hui ça marche bien et ça contribue effectivement au développement actuel de la société. Un autre dispositif, c'est pour Epitopos. Donc là, on est plus sur un spectrographe qui va analyser et détecter effectivement la nature physique, chimique d'un échantillon. Là, en l'occurrence, c'était un dispositif qui était utilisé notamment dans des cas de sinistres ou d'incendie, notamment dans le patrimoine, ou quand on veut reconstituer, par exemple, des peintures qui ont été atteintes par ce type d'incident, eh bien, on va analyser effectivement des échantillons pour reproduire les pigments exacts. Donc, ce dispositif avant était complètement à nu, il avait ses circuits à nu, et il fallait imaginer effectivement une coque qui puisse protéger, mais aussi qui puisse être manipulable, d'où effectivement ces 2 parties préhensibles. Et par là, aussi créer effectivement un objet qui est très marqué. Donc aujourd'hui, c'est un produit dans le domaine en fait du LIPS qui est très connu. Donc, et ça nous a permis aujourd'hui maintenant de travailler avec une autre structure qui est dans ce même domaine, qui est allée nous chercher parce qu'on avait développé ce type de produit. Captax, c'est un projet que l'on a fait pour une société parisienne qui avait besoin de développer effectivement sa prochaine génération de badges intelligents. Au départ, c'était un produit qui était assez épais, donc il marchait, sauf que son client final ne souhaitait pas l'utiliser parce que personne ne voulait porter ça autour du cou. Donc il fallait qu'on trouve des astuces pour respecter effectivement les composants internes, mais redessiner quelque chose qui garde une certaine finesse et qui ait une esthétique qui soit acceptable. Mais au-delà de ça,
Et c'est là où c'est intéressant, ces 4 petits boutons. Nous avons posé la question en disant, mais est-ce que parmi les exposants qui utilisent en fait votre dispositif, est-ce qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont malvoyantes ou non-voyantes? Mais donc, c'est là aussi la démarche du designer, c'est d'essayer d'élargir le scope des utilisateurs et d'être le plus inclusif possible. Effectivement, ils ont dit, bah non, on n'y a pas pensé, mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour nous de le faire. Et donc, effectivement, ça a été apprécié parce que il y a eu des retours de personnes malvoyantes et non-voyantes qui ont dit, bah écoutez, c'est génial parce que j'arrive à manipuler du coup le badge de manière assez intuitive. Voilà. Alors, on travaille de plus en plus dans le domaine du drone. Ça, c'est pour une société allemande à Brême qui s'appelle Alpha Robotics. Ça, c'était l'un des premiers projets qu'on a dessinés. Donc, au départ, il faut imaginer que c'était 2 cubes rouges. Donc, il y avait des gros problèmes d'ergonomie, d'usage et d'identification du produit. Et l'idée, c'est de redessiner complètement l'objet de façon à ce qu'il soit acceptable par les professionnels du feu. Et donc aujourd'hui, on est en train de développer maintenant une dizaine de véhicules pour cette société, dont des drones, à cette destination-là. Donc, et voilà un dernier projet pour illustrer un peu les différents exemples qu'on a eu l'occasion de travailler. Donc ça, c'est un drone logistique pour une start-up qui s'appelle Mechabotics et qui est basée à Toulouse. Donc c'est un drone collaboratif qui ont la capacité de se coupler entre eux selon le poids des charges qu'ils doivent manipuler. Et donc là, on a réussi à créer effectivement un design qui est assez différenciant et qui intègre effectivement toute la complexité technique et technologique à cet effet-là. Donc voilà. Alors, il est important de dire voilà, qu'aujourd'hui, on travaille avec d'autres sociétés dans le domaine du médical. Alors, c'est des projets aussi en cours. Il y a HiTechCare à Lyon qui a un dispositif qui permet de lutter, de soigner le glaucome par ultrason. Nous avons dessiné le dispositif à ce sujet-là. Okoya qui est ici présent au PH8, pour qui on dessine différents produits autour de la télémédecine. Sparta Medical et HypnoVR. Donc voilà, donc nous avons un champ qui est assez large et en fait qui s'est progressivement spécialisé dans le domaine du médical. Et dernier point, donc nous travaillons avec différents partenaires et différents bureaux d'études. Donc le design, c'est pas que le design, mais c'est un ensemble de compétences que nous mettons en œuvre et nous essayons d'intégrer le plus de compétences possible par rapport aux besoins de l'entreprise initiale. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Eh bien, merci Tamim pour cette présentation. S'il n'y a pas de questions, je propose de faire une petite pause jusqu'à 10h40. Et ensuite, on reprendra la présentation avec la présentation des appels à projets dans le cadre des grands défis. Et j'aimerais aussi avoir votre avis sur la suite des événements qu'il y aura, parce qu'il y a un grand événement qui sera prévu. Alors bien, si tout le monde est revenu, je vous propose de continuer sur la présentation des appels à projets dans le cadre des grands défis de France 2030, principalement concernant la chirurgie du futur. Alors j'ai eu l'occasion, comme je le disais tout à l'heure, d'assister avec les AIS à des groupes de réflexion sur ces grands défis qui vont sortir, qui étaient prévus de sortir au niveau régional au début d'avril. Pour l'instant, il y a eu peut-être un petit peu de retard de la part de l'État. Néanmoins, on a des grands axes qui sont dessinés.
Aujourd'hui, on sait que ça concernera comme aire thérapeutique tout ce qui est digestif, urologie, gynécologie, cardiologie, orthopédie, thorax, neuro et oral. Et sur des domaines d'intervention, principalement, ce sera ce qui concerne la miniaturisation, pardon, les robots souples, la polyvalence et bien sûr tout ce qui va être le coût. L'interopérabilité sera un élément assez prépondérant dans ces nouveaux appels à projets. La semi-autonomisation, la navigation, l'AR et la VR seront beaucoup concernés. L'assistance via l'IA, la téléchirurgie et l'aptique pour tout ce qui concerne tous les blocs opératoires de demain. Donc les enjeux qui ont été identifiés vont être le renforcement des financements. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'il y a des enveloppes qui vont être vraiment tout à fait dédiées à ces appels à projets. Donc de manière assez massive. Pour l'instant, je n'ai pas encore les derniers chiffres, mais ça ne devrait pas tarder. Donc ça, je pourrais vous le partager. Donc renforcement des financements sur le long terme, depuis la phase d'amorçage jusqu'au déploiement commercial. Donc là, il y aura une véritable volonté d'accompagner les projets sur toutes les différentes phases et qui seront nécessaires à leur réussite. La réduction du temps de mise sur le marché, notamment par l'accompagnement au marquage CE. Donc ça, c'est des prestations qui peuvent être aussi faites notamment par Medunic. Sur les procédures, accélérer l'approbation des technologies innovantes. L'objectif sera d'avoir des ROI sur des équipements robotiques pour les établissements de santé. Donc là aussi, les établissements de santé seront certainement aidés d'une manière financière pour pouvoir mettre en avant ces projets, sur le coût, l'évaluation. Le renforcement de la recherche partenariale entre l'industrie et le milieu académique, ça c'est un point aussi qui va être très très fortement regardé, entre la manière dont ça se passe entre les laboratoires et les entreprises, pour pouvoir justement créer du projet collaboratif. Une meilleure intégration dans les établissements de santé, ça c'est quelque chose qui va être de toute façon la grande ligne. Et aujourd'hui, on constate par contre une absence des grandes entreprises françaises dans le domaine de la robotique chirurgicale. Donc là, c'est une volonté aussi de l'État de vouloir rattraper un petit peu le retard, si on peut dire ça comme ça, et de créer justement des pépites au niveau européen et mondial. Donc de se donner les moyens financiers et les moyens de pouvoir les accompagner dans la réussite de tous ces projets. Les objectifs sont très clairement d'encourager le développement de technologies robotiques, donc via le financement de technologies de rupture, la concertation pour la création d'un référentiel des données attendues en matière de robotique chirurgicale. C'est de favoriser le rapprochement intersectoriel, toujours dans le but de stimuler l'innovation, partager les connaissances et d'accélérer le transfert tech. Donc là aussi, toute la chaîne de valeur, comme on a pu l'imaginer dans nos communautés, que ce soit du laboratoire, des SAT, des petites et moyennes entreprises et les multinationales, sont concernées. Donc, ce qui prouve aussi que la vision est la bonne dans nos communautés à l'heure actuelle. Financement de tiers-lieux sur la thématique bloc augmenté, avec la robotique chirurgicale notamment. Faciliter l'accès au marché sur les nouvelles technologies, donc pouvoir faire des expérimentations pour accompagner les porteurs d'innovation dans leur démarche d'accès au marché. Donc là aussi, via les tiers-lieux, via ce qu'on pourrait appeler, autrement dit, des Fab Labs dans le domaine industriel, quelque part, dans le même esprit. C'est diagnostiquer et développer des programmes de formation, puisque là aussi, bien sûr, le volet formation ne peut pas être ignoré, puisque sans les formations qui vont avec, je veux dire, on peut déployer de nouvelles technologies. Voilà, il faut quand même former à la fois le personnel et puis anticiper les besoins qui vont arriver dans quelques années. Donc, c'est accompagner les équipes hospitalières et sensibiliser les futurs ingénieurs au domaine de la medtech. Donc, cet appel à projet, je vous disais, devrait sortir d'ici mai-juin, normalement, suivant les dernières informations. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de commencer à y réfléchir en amont pour pouvoir être les premiers à dégainer sur ce genre de process. Donc là, je vous invite très fortement à déjà, comme je vous disais, réfléchir à des projets que vous pourriez déjà avoir soit dans les cartons, soit quelque chose qui pourrait émaner avec le collaboratif entre vous. Pourquoi ? Parce que voilà, ça va être un appel à projet aussi national, donc il risque d'y avoir une concurrence relativement accrue, ce qui est normal.
avec des financements qui seront quand même conséquents, mais bon, qui resteront limités quoi qu'il arrive. Donc les premiers qui pourront y répondre de manière assez fortement accompagnée auront toutes les chances de pouvoir le remporter, mais comme vous le savez, un appel à projet, c'est jamais gagné d'avance. Donc plus on s'y prend en amont, plus on a de chances de pouvoir bien y répondre et être lauréat de cet appel à projet. En tout cas, ce qu'il en ressort, moi, des derniers échanges que j'ai eus avec les différents ministères que j'ai pu rencontrer, c'est que très clairement, la volonté, elle est là. Il va y avoir des enveloppes prévues pour ça, mais la bataille sera quand même rude, quoi qu'il arrive. Donc, préparez-vous à l'avance si vous en avez besoin. On est bien sûr là chez BioValley, Medunic, pour vous accompagner sur toutes les phases, comme vous le savez, chez BioValley, sur l'accompagnement stratégique, sur l'accompagnement justement à ces montages de dossiers, à la recherche de partenaires également, et pour Medunic sur toutes les autres parties qu'ils ont évoquées tout à l'heure et qu'ils font très bien. Voilà, globalement, je dirais pour cette présentation, ça a pris un petit peu moins de temps que prévu. Est-ce que vous avez déjà des premières questions ? Alors, je vois qu'il y a des questions qui sont en train d'arriver. Alors, s'il n'y en a pas, Florian, je propose qu'on puisse passer au tableau blanc. Et que chacun puisse peut-être justement envoyer ses idées, s'il y a déjà des premières idées de projets collaboratifs, ou en tout cas des axes sur lesquels vous aimeriez pouvoir travailler. L'objectif est là aussi de pouvoir identifier des pistes pour faire remonter tout ça justement à tous ceux qui s'occupent de France 2030 et autres financements, pour mettre l'accent sur des points qui manquent un petit peu aujourd'hui, des trous dans la raquette, comme on appelle ça vulgairement, mais pouvoir orienter aussi les choses sur les prochains appels à projets. Alors, Florian, est-ce que tout le monde a accès au tableau ? Alors, je ne pense pas. Sinon, on le met dans le chat, les idées. C'est mieux de mettre des idées dans le chat là pour cette session-là. Ça marche. Donc, indiquez ce que vous voulez souhaiter indiquer dans le chat. On n'affichera l'écran.
Première interrogation, est-ce qu'un prompt box, y compris à la voix, pourrait être intéressant pour un chirurgien? Interrogation de base, de connaissances, images d'opérations similaires. Ça peut faire partie effectivement des prochains sujets. Parce qu'en attendant, s'il y a d'autres remarques, je voulais vous informer aussi que d'ici fin juin, donc comme je vous disais tout à l'heure, il y aura un gros événement normalement qui est prévu à la région, donc au siège de la région, qui va réunir toutes les communautés, chirurgie, IA, accès aux soins et biotech, également des financeurs, avec une partie témoignage aussi d'entreprises, qui permettra justement de faire la continuité, en tout cas, des ateliers, de pouvoir créer du projet structurant et collaboratif. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de réfléchir à différents sujets, et puis vous me direz aussi si c'est en corrélation avec ce que vous attendez, pour voir comment on peut organiser au mieux cette demi-journée. Est-ce qu'il y a d'autres idées, d'autres remarques peut-être à partager? Alors, s'il n'y a pas forcément pour l'instant d'autres réactions, je vous propose qu'on arrête là pour aujourd'hui. Et je vous dis, on vous enverra les invitations pour les prochains événements, voilà, qui auront lieu en juin, d'autres en septembre. Là, justement, pour rentrer dans le vif du sujet et commencer à travailler sur des projets structurants. Alors, on est en train d'imaginer, nous, de notre côté aussi, ce qu'on pourrait appeler le parcours chirurgie du futur de demain, et voir justement dans quelle brique chacun pourrait apporter ses connaissances, parce que pour nous, le bloc de demain, ce n'est pas forcément, enfin, en tout cas, la chirurgie du futur n'est pas forcément que ce qui concerne le bloc opératoire, mais bien largement en amont, pendant et après, bien sûr, pour justement pouvoir travailler. Et alors là, pour répondre à la question de Frédéric, on sera là sur du présentiel au mois de juin. Donc on réunira, en tout cas on espère, le maximum de monde à l'hôtel de région, avec la vice-présidente de la région Grand Est, qui s'occupe de la santé, qui pourra faire la première intervention et là rencontrer un maximum de monde, avoir un maximum d'interactions les uns avec les autres. Bien, écoutez, je vous propose qu'on en reste là. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée, et puis on vous tient au courant très vite des évolutions, et bien sûr quand il y a des appels à projets qui évoluent ou des grands défis comme celui-là, moi je vous transmets les informations en temps réel, même si c'est pas forcément autour d'un webinaire comme on pourrait l'appeler, mais que vous ayez voilà, toujours en tête ce qui est possible de faire. Eh bien, très bonne journée à tous et à bientôt.